Chers compatriotes, bonjour. Nous allons évoquer aujourd'hui, brièvement, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sarkozy. Et c'est pas en effet tous les jours qu'on voit partir en prison un ancien président de la République. Alors, je ne vais pas vraiment m'occuper du jugement lui-même. D'autres le font, soit pour l'approuver, soit pour le critiquer. Et c'est normal, la justice n'échappe pas au débat démocratique, les juges ne sont pas de droit divin. Mais je vais plutôt insister sur ce que révèle cette affaire de notre démocratie malade, puisque tel est l'objet principal de ma chaîne. Donc, premier renseignement, et non des moindres. Alors que la mise en cause d'un gouvernement des juges était reléguée aux marges du spectre politique, on voit évidemment Sarkozy lui-même, mais aussi nombre de ses soutiens au sein de LR, et même des gens bien à gauche, comme par exemple Jean-Michel Apathy, reprendre à leur compte cette mise en cause. Alors, c'est là une bonne nouvelle, car ce gouvernement des juges, pour tout esprit honnête, il existe. Il est le résultat des coups d'État à bas bruit que je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos consacrées à ce sujet. Mais cette bonne nouvelle, elle mérite quand même d'être nuancée. Pourquoi ? Car il aura fallu attendre que Sarkozy soit condamné en première instance et envoyé bientôt en prison, pour qu'une partie du bloc politique central, celui qui gouverne la France depuis 40 ans, s'émeuve vraiment du pouvoir des juges. Avant cela, notez qu'il n'en avait absolument rien à carrer. Non, rien à carrer. Un pire, on peut dire, c'est ce bloc central du PS à LR en passant par la République En Marche, Horizon, Renaissance, qui a œuvré à l'impuissance publique. Alors nous sommes juste passés de soumis heureux à des soumis aigris. Pas à pas, année après année, ils ont confié les clés de notre démocratie aux juges, et au marché aussi. Enfin là, aux juges. Non pas tant d'ailleurs parce que ces derniers seraient devenus des juges rouges. Oui bon, ça respire pas le pluralisme non plus. C'est pas complètement faux. On va finir affiché sur le mur des cons. Juge rouge ou pas, la vérité c'est que ils ont confié les clés de la démocratie aux juges essentiellement parce qu'ils ont vidé de leur substance les pouvoirs exécutifs et législatifs. C'est ça surtout. Ils ont accepté de se soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils s'y sont soumis avec l'ardeur des convaincus. Leurs yeux brillaient quand on leur parlait d'Europe, au point qu'ils ont collectivement violé le résultat du référendum du 29 mai 2005 sur le traité constitutionnel européen. Et d'ailleurs, très largement, leurs yeux brillent toujours, car ce sont pour beaucoup des fanatiques de la dépossession européenne. Il y aura toujours une Valérie Hayé. Mais c'est pas tout. Ils ont accepté sans broncher les jurisprudences hallucinantes du Conseil constitutionnel, qui s'est octroyé des pouvoirs que le pouvoir constituant ne lui avait jamais donnés. Confère le coup d'État à bas bruit de 1971. Pire, ils ont voté des lois qui ont facilité la saisine du Conseil constitutionnel, Sarko lui-même d'ailleurs, si je me souviens bien. Ils ont tout fait pour que le droit de la concurrence en économie et le droit des étrangers et globalement tout ce qui ne vient pas de France domine notre corpus juridique. C'est une mentalité de tutelle. La plus vaste blague dans tout ça, et c'est parmi eux, c'est ceux qui se proclament gaullistes. Ouais. Au bout d'un moment, on a eu l'impression qu'ils étaient tous gaullistes. C'est un peu suspect. Bon, c'est vrai que quand on a une mentalité de soumission et qu'on passe son temps en fait à s'amputer son propre pouvoir, ouais. Et je suis pas le spécialiste de Gaulle, mais ça n'y ressemble pas beaucoup quand même. Donc voilà, un premier renseignement qu'on pourrait résumer ainsi. Ce retournement contre le pouvoir ahurissant des juges traduit moins le souci de la France que la protection d'une caste. Caste qui se rebiffe parce que le pouvoir judiciaire touche l'un des leurs et non des moindres. Je mets évidemment à part les rares souverainistes et authentiques gaullistes qui ont dénoncé très tôt le pouvoir des juges,
au sein de ce bloc politique dominant. Mais ils n'ont été que des voix criant dans le désert, pour être honnête. Ceci étant, l'actualité et l'avenir leur donnent et leur donneront raison. Je pense par exemple à un Henri Guénaud. Et puis il faut, mais alors lui il est complètement en dehors du bloc central, mais il faut quand même saluer la lucidité précoce sur le sujet de Éric Zemmour, qui comprit très tôt que les juges étaient en train de faire de la République ce qu'ils firent à la monarchie d'Ancien Régime. Mais, encore une fois, il faut surtout insister sur le fait que si le pouvoir politique est à poil, c'est d'abord parce qu'ils l'ont voulu. Deuxième enseignement, et il est à mes yeux beaucoup plus grave. Avec l'affaire Sarkozy, nous quittons en quelque sorte la phase où notre démocratie était défaillante, de plus en plus malade, marchant clairement cul par-dessus tête, pour entrer dans celle, hélas, de son délitement. Jusqu'à présent, les institutions tenaient, si on peut dire. Les trois pouvoirs coopéraient, vaille que vaille, communiant d'ailleurs dans une même idéologie. Mondialisme, juridisme, droit de l'hommisme, multiculturalisme, tout ça quoi. Le tout composait en fait une vaste superstructure politico-bureaucratique qui tenait vaille que vaille en respect la majorité des Français, qui ont fait sécession depuis un moment. Cette phase d'affaiblissement s'est caractérisée par un élitisme éhonté, débridé, en roue libre, qui a méprisé l'opinion majoritaire, en sorte que pendant des décennies, l'État s'est retourné contre la démocratie. Et quand les Français se plaignaient de ce retournement, ils se voyaient accusés de populisme. Plus qu'un jour, plus que toujours. Bref, cet État, cette superstructure élitaire, déconnectée mais arrogante, tenait. Avec l'affaire Sarkozy, cette superstructure est manifestement ébranlée. Il n'y aura plus seulement à présent un État dominant la société du haut de sa superbe morale, mais un État lui-même de plus en plus fracturé, avec des forces politiques et des pouvoirs constitués incapables de coopérer pour une espèce de bien commun ou de projet commun. Dans cette phase avancée de déclin de notre démocratie nationale, chaque corps, chaque bureaucratie cherchera à tirer la couverture à soi, sans aucune considération pour la République et le peuple français. Et c'est bien sûr la conséquence ultime d'une politique qui a organisé l'impuissance publique précisément pour empêcher qu'un jour un pouvoir démocratiquement élu se débarrasse du mondialisme, du juridisme, du multiculturalisme et tout ce qui constitue véritablement leur dogme. N'oubliez jamais que toute cette caste n'a qu'une seule obsession, complètement anachronique et stupide, empêcher le retour de Hitler au pouvoir. Alors dans ce chaos, qui sera aussi bien institutionnel que social, il faut moins espérer une révolution qu'un processus de restitution ou de refondation. Une sorte de moment consulaire, pour faire référence à la période bonapartiste de notre histoire, ou mieux encore un moment 58, pour faire référence au général de Gaulle, soit un césarisme démocratique, pour qu'il y ait à nouveau un État, une nation et un gouvernement. À nouveau, comme aux pires heures de son histoire, la France aurait besoin d'une grande figure qui, avec le soutien et l'appui du suffrage universel, ferait fi en interne des obstacles immenses que lui présenteraient avec obstination les bureaux, les corps constitués, en particulier ceux qui désormais constituent un État dans l'État, les associations militantes et subventionnées, etc. Une figure qui, à l'externe, aurait pour seule boussole l'intérêt national et la délivrerait des chaînes que tant de dirigeants soumis lui ont mis au pied. Ce pouvoir, quel qu'il soit, devra en passer par une phase première d'émancipation. Envoyer valser la Cour européenne des droits de l'homme, réformer la Constitution pour redonner sa splendeur à la loi votée par le Parlement. La liste est longue de tout ce qu'il faudrait faire pendant cette phase émancipatrice, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Après cette phase dite d'émancipation, une fois le pouvoir restitué à l'exécutif et au législatif français, une fois la souveraineté nationale rétablie,
Commencerait alors la phase de construction, c'est-à-dire celle qui s'attaquerait frontalement au mot premier de la France, à savoir chaos migratoire, insécurité endémique, faillite de l'école publique et de la transmission, fiscalité hallucinante, capital outrageusement rémunéré au détriment du travail, assistanat, etc., etc. Une vraie feuille de route pour le redressement de la France. Quelle que soit l'équipe appelée à organiser le sursaut national, il faudra impérativement avoir pensé la phase des 100 premiers jours, qui devra correspondre à la phase d'émancipation, retrouver des marges de manœuvre, restituer la puissance publique. Et parallèlement, il faudra lancer tout de suite, sans attendre, peut-être par voie référendaire, précisément parce qu'on n'aura pas encore récupéré les marges de manœuvre, il faudra lancer quelques grandes réformes fondatrices. Et ensuite, une fois ces 100 premiers jours passés, il faudra petit à petit aller vers la phase de construction. Il faut vraiment, à mon avis, je le dis parce que c'est une conviction en termes de méthode, pour organiser le sursaut national, il faut penser ainsi. Il faut construire méthodologiquement cette feuille de route gouvernementale. Il y a donc, chers compatriotes, un espoir, une espérance. De grands événements se préparent, car toute une classe politique a failli, et parce que nos institutions n'ont plus aucune prise sur la réalité, et parce que notre puissance publique est à terre. Dans cette phase terminale, les politiciens, comme aimait à les appeler le général de Gaulle, et globalement les soi-disant progressistes, vont se bouffer le nez entre eux. Notre tâche, notre ardente obligation, consiste, à présent, à préparer la suite. Le moment venu, lorsque le roi de Bourges aura trouvé Jeanne d'Arc, il faudra que tous les patriotes aient le sens de l'unité. Nous n'aurons pas le luxe de la division si nous voulons la renaissance de la France.